il y a quelque chose d'assez inquiétant peut-être pour les Russes actuellement. C'est une information qui vient du Washington Post qui dit que Poutine est confronté aux critiques dans son cercle très rapproché d'un homme qui se serait donc opposé frontalement à lui. Et si les Américains ont cette source, c'est parce que ont cette information, c'est parce qu'une source russe, visiblement, leur a donné cette information. Et on a le cœur des échanges. Cet homme, apparemment, lui a reproché une mauvaise gestion de l'effort de guerre. Donc là, c'est l'homme qui a reproché à Poutine. Donc une mauvaise gestion, et les Américains sont au courant. Et donc le Washington Post et les Russes, le sort. Pardon ? Et donc les Russes, pas du tout. Les Russes aussi. Donc voilà, il reproche une mauvaise gestion de l'effort de guerre et des erreurs commises par ceux qui exécutent la campagne militaire. Donc les généraux, on ne sait pas qui est cet homme. En tout cas, le Washington Post ne le révèle pas. On ne sait pas. En tout cas, on sait que c'est S'il a engueulé Poutine doit le savoir, a priori. Poutine le sait, a priori. Mais en tout cas, on sait que c'est un membre du cercle restreint de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a donc une taupe américaine au sein du Kremlin, dans le cercle très rapproché de Vladimir Poutine? L'information qui existe, apparemment oui, et c'est une taupe qui ne date pas d'hier, c'est quelqu'un qui est intégré, et même au début de la guerre, toutes les informations que les Américains ont reçues quand la guerre s'est préparée, ils avaient quand même vu juste, on a eu quasiment tout le scénario de la guerre que les Américains ont donné depuis le début, les Ukrainiens aussi d'ailleurs, parce que la tête de renseignement militaire ukrainien Kirill Budanov, aussi c'est un grand nom à retenir, un homme très discret mais très efficace. Il nous a présenté la doctrine, en fait, l'idée, le projet de cette guerre au mois de septembre encore 2021. Il avait expliqué, il a tout expliquer comment ça allait se passer. Mais il est où en Ukraine, cet homme? C'est bien évidemment. Le patron des renseignements ukrainiens, d'accord. C'est vraiment un homme providentiel pour nos renseignements. Il vient de déclarer que la guerre sera gagnée à l'été prochain, Boudanov. Oui, il a dit ça il y a quelque temps, parce qu'il y a eu un interview prodigieux de Boudanov tout récemment, où il a dit vraiment des choses. Il dit que 5 minutes après la fin de la réunion, c'est un interview public, 5 minutes après la fin de réunion au Kremlin, on a déjà l'information de quoi il s'agit. On maîtrise beaucoup d'infos. On sait très bien ce que se passe. Et les Américains et les Ukrainiens sont au courant. Donc vraiment, cette taupe existe. Et heureusement, elle est là parce que ça permet aux Ukrainiens d'avancer. Ou cette taupe, ça doit beaucoup énerver Poutine, ça. Ça doit beaucoup énerver Poutine. Et c'est très bien que ça l'énerve, qu'il s'énerve. Dmitri Peskov, d'ailleurs, a réagi. Le porte-parole du Kremlin a réagi. Certains pensent que nous devrions agir différemment. Donc il réagit aux critiques qui ont été ébruitées. Mais tout cela fait partie du processus de travail habituel. Ce n'est pas le signe d'une quelconque scission. Donc, en tout cas, il reconnaît qu'il y a eu des dissensions. Mais voilà, il dit que ce n'est pas très, très grave, finalement. Alors, il y a quelques semaines, j'ai parlé à une personne russe extrêmement bien informée. Et je parle avec sa permission, qui, lui, est en contact avec des gens qui sont dans le Kremlin, dans l'administration du président. Et en effet, il y a une dissension de plus en plus forte qui se fait entendre, donc pas qu'une personne. Il y a des personnes qui sont très mécontentes de la façon dont la guerre se passe. Il y a aussi une vraie peur sur ce qui va se passer. Mais pour en revenir à cet article du Washington Post, s'il est sorti, c'est que, à mon avis, les Américains ont autorisé la publication de cet article. Intérêt, parce que s'il y a une taupe au Kremlin, cette personne va être vraiment en danger aujourd'hui. Donc il n'y en a peut-être plus qu'une. Et si c'est sorti maintenant, c'est aussi pour mettre de la pression sur Poutine, pour que l'atmosphère se tende encore plus et devienne de plus en plus dangereuse, et pour voir qui va sortir du lot. Qui est-ce qui va sortir? Parce que les Américains veulent aussi, sont en train de surveiller ceux qui sont peut-être... susceptibles d'agir. Exactement. Et d'ailleurs, ce que dit le renseignement américain, c'est la chose suivante, c'est l'indication la plus claire à ce jour de l'agitation au sein de la direction russe, alors que l'entourage a longtemps répugné à apporter de mauvaises nouvelles à un dirigeant russe autocratique. Donc c'est pour fragiliser, s'ils font fuiter, pour fragiliser un peu plus Poutine. Par définition, c'est très difficile d'avancer sur une telle information, mais quand même, quand au mois d'octobre, moi ça m'avait scié, quand au mois d'octobre, les Américains prédisaient l'entrée en guerre de la Russie, l'invasion de l'Ukraine en octobre, alors que tous les Européens
n'y croyaient pas, et les renseignements européens n'y croyaient pas, et que les Américains étaient... certains, ils affirmaient octobre, novembre, puis en décembre, ils donnent quasiment la date de l'entrée des Ukrainiens sur le territoire, de l'entrée des Russes sur le territoire ukrainien. C'est que quelque part, ils savent. Donc, oui, mais sauf que non, mais attention. À partir du moment, si jamais il y a une chose qui est protégée dans un service de renseignement, c'est l'acquisition des sources et l'origine des renseignements. Et s'il y a quelque chose qui est encore plus protégé, de protéger, ce serait une source au Kremlin. Donc à partir du moment où déjà il y a des abrutis qui s'amusent à parler dans la presse de source au Kremlin, ça s'appelle en français, en bon français, de la bleuite. La bleuite, ça a été inventé par le capitaine Léger à l'époque de l'Algérie et qui consiste à balancer des informations à la con pour foutre la zizanie au sein de l'ennemi. Parce que s'il y avait il n'y a aucun service de renseignement au monde qui irait s'amuser à discuter avec un journaliste d'une top, donc etc. c'est peut-être du bluff, en fait. S'ils en parlent, c'est du bluff. Évidemment. Parce qu'après, ils ont des sources, ils ont d'autres choses, ils ont des tonnes de moyens. De toute façon, le renseignement, c'est non, mais pas, Didier, je c'est parlais pas un d'octobre. homme. Je parlais d'octobre. C'est pas mais comment ils ont leur renseignement en octobre? Ils ne vont pas te le dire. Ben voilà, Mais- donc ils ont des pas- sources. Mais des sources, c'est pas une top. Mais je sais ça bien. n'existe pas. C'est Non, mais c'est je parlais fusionné. juste L'analyse aussi. de mon C'est de la admiration. fusion- C'est de la fusion du renseignement. Je parlais de mon Donc, admiration donc, à quel point, à l'automne, les Américains étaient renseignés et que C'est nous, autre chose. Européens, on démentait. c'est un peu plus compliqué que ça. Ah bah oui, mais c'est toujours compliqué, mais enfin, c'est les Américains qui ont Sauf deviné, quand que, même. peut-être, mais le Bah coup de la ouais, à top... un moment donné, il faut... Non, mais personne dit l'inverse, mais le coup de Ah, la si. top... Non. Ah, si. Enfin, Renaud, Non, mais pardon. Non, mais tu doutais. Enfin, vas-y, non, pardon. ce dont je doute, je ne dis pas que les Américains aient de renseignement, je pense qu'ils ont un très bon renseignement. Mais je pense que l'histoire de la taupe au sein, enfin, l'homme qui serait assis à côté et qui décrochait son téléphone pour dire, vous savez ce qu'il vient de dire il y a 2 minutes et demie, je n'y crois pas une demi-seconde. C'est pas comme ça que ça marche, voilà. Mais voilà, et ça s'appelle typiquement de la bleuite. Et donc on en discute et c'est très bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une guerre fascinante qui se déroule dans le champ informationnel et il y a de la triangulation de toutes parts. Vous vous souvenez des déclarations de Mikhailo Podolyak, ce proche conseiller, après les explosions sur le pont de Kerch, qui avait fait ce tweet où il disait voilà ce qui vient de se passer, c'est un coup du FSB pour mettre à mal le ministère de la Défense qui est responsable de la protection du pont. Donc ça, c'est de la guerre intestine. Il mettait tout sur le côté russe. Vous additionnez à cela Zelensky qui fait signer un décret qui dit « Je ne négocierai pas avec Vladimir Poutine ». Il enjambe Vladimir Poutine. Vous ajoutez à cela les ultranationalistes type Girkin qui disent dans une interview, je l'ai lu, je l'ai regardé, qui dit « Après 7 mois de guerre, entre Zelensky et Poutine, c'est qui le clown ?» Ajoutez à cela l'humiliation de l'armée, etc. Donc tout cela, en fait, moi je vois ça comme une espèce de faisceau d'éléments qui servent à semer la zizanie, pardonnez l'expression, et la scission et le trouble dans les rangs poutiniens qui doivent être gangrénés par un phénomène de paranoïa aiguë. L'idée, c'est qu'il fasse le ménage tout seul. Oui. Voilà, exactement. d'ailleurs, demain, Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité en présence de Medvedev, ancien président russe, peut-être l'un des plus radicaux. En tout cas, il s'est radicalisé ces derniers temps. On avait vu toutes ces déclarations. Officiellement, c'est pour parler immigration. Mais on imagine... Politique qu'il sera migratoire. un petit peu... Mais c'est lié à la guerre, l'immigration. Alors, Puisqu'ils ont promis la nationalité russe aux combattants étrangers qui rejoignent l'Iran. Donc ça s'adresse à l'Asie centrale. Il revient d'Astana, où sont les Tadjiks, les Ouzbeks, les Kazakhs, etc., les anciens membres de l'Empire soviétique qui viendraient à la rescousse du grand patron, qui désormais, quand il va là-bas, se fait snober par ses anciens vassaux, entre guillemets. C'est très couru la nationalité russe parce que c'est pas la green card américaine. Non, pas du Non, tout. et c'est la raison pour Astana, laquelle on s'en fout complètement d'avoir la les nationalité russe. dirigeants tadjiks, kirghizes, etc., ont fait publier quand même des rappels à la loi et qui stipulent de manière très explicite, si vous combattez sous les drapeaux d'une nation étrangère, vous êtes déchu de votre nationalité, ce qui veut dire n'y allez pas, ne faites pas ça. Et le même Emomali Rahmon, qui est le président de Tadjikistan, tout récemment, pendant la rencontre avec Vladimir Poutine, il lui a vraiment passé, comment on dit ça, il a sermonné Poutine en exigeant de Poutine le respect de chaque république à part, ne pas mettre toutes les républiques de l'ex-Union soviétique comme Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan et Turkménistan dans le même panier. Et donc ça montre qu'il y a une sorte de rébellion
division de ces anciennes républiques qui sont devenues États indépendants contre le centre. Ça montre ce que le centre se sent affaibli. Il n'a plus de force pour appuyer et surtout c'est Moscou et la Russie qui a besoin de ces États de l'Asie centrale, ex-soviétique, pour justement l'effort de la guerre, ce que ces États refusent. Donc aujourd'hui, on voit vraiment la position, et surtout quand je vois l'image de Medvedev, Medvedev, c'est pas l'homme fort ou l'homme radical, c'est plutôt quelqu'un qui exprime les pensées de Poutine. Il faut lire tout ce qu'il dit, c'est un peu Poutine qui voudrait le dire, mais qui ne le dit pas. Il utilise Medvedev pour ça. Quand Medvedev sort de ces états d'alcoolémie approfondie, on le ressort, il nous publie un truc sur Telegram et après il retombe dans son état habituel. Donc il ne faut pas faire attention. Alors, Guillaume, je voudrais vous montrer quelque chose sur l'isolationnisme russe ou vis-à-vis de l'Occident. C'est le grand Sergueï Lavrov, le patron de la diplomatie russe. Regardez ce qu'il dit sur les diplomates russes en position dans les pays occidentaux en particulier. Cela n'a aucun sens pour nous. Nous n'avons aucune envie, bien sûr, de maintenir la même présence dans les pays occidentaux. C'est juste que les gens travaillent dans des conditions qu'on peut difficilement qualifier d'humaines. Ils font face à des problèmes constants, des menaces constantes. Il n'y a pas de travail là-bas, puisque l'Europe a décidé de se fermer, d'arrêter toute coopération économique. Eh bien, vous ne pouvez pas être forcé à être gentil. Les pays du tiers-monde, en revanche, à la fois en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ont besoin d'une attention supplémentaire. Bon, il dit, puisque l'Europe se ferme, on n'a pas besoin de tous ces diplomates à Paris, à Londres. Oui, d'autant plus que l'Europe en question, on a déjà expulsé un certain nombre de ces diplomates russes dans les ambassades occidentales qui effectivement étaient accusés au mieux d'influence, au pire d'espionnage. Je pense qu'effectivement Lavrov tire tous les enseignements et toutes les conséquences de cette situation d'isolement de la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste ce qu'il y avait un peu historiquement, c'est-à-dire que la Russie avait des pays alliés. C'était à l'époque avec un lien idéologique. C'était l'Union soviétique avec des pays en Afrique, en Asie qu'elle aidait. C'est quand même un constat d'échec terrible. Enfin, la Russie, c'est quand même un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc là, vous avez Lavrov, le ministre des Affaires étrangères d'une des grandes puissances mondiales, qui dit finalement, on n'a plus besoin d'ambassade. Alors, tout ça est habillé dans un discours un petit peu positif, mais sur le fond, c'est un signe de plus de cette coupure. Et il faut espérer que cette guerre prendra fin, mais la conséquence grave, c'est quand même ça, c'est-à-dire que la Russie, elle est en train vraiment de basculer, et par sa faute, hors de l'Europe. Et combien de temps on mettra pour la ramener, entre guillemets, chez nous, ça va être compliqué. Moi, j'y crois pas trop. Surtout, ils ont besoin de leurs ambassades, ne serait-ce que pour leur réseau d'informateurs, de FSB ou de SVR ou de la GRU. Donc, je pense que c'est Lavrov qui se fait un petit coup qui se fait peur tout seul. Ensuite, en France, le conseil d'ambassade, il a déjà un boulot ici, donc ça, lui, il n'aura pas de problème, il pourra rester. Non, c'est vraiment, ça fait partie du discours que la Russie est en train d'envoyer à l'Occident, qu'on va se couper et finalement, vous n'aurez même plus de dialoguer avec nous. Moi, je n'y crois pas. Et pour flatter l'Afrique. Et il flatte l'Afrique et la Russie dans son... Quand même, c'est avant tout un message aux pays du tiers-monde. Cette coupure, elle est quand même une réalité. Quand vous avez un pays comme la Finlande qui entre dans l'OTAN, alors que historiquement c'était un pays neutre qui a plus une très longue frontière avec la Russie. Enfin, tout ça, ce sont des signes. Et cette guerre est terrible. Mais c'est la Russie. Non, je suis pas en train de dire que c'est. Je suis en train de dire que c'est triste, mais c'est pas pour ça que je les exempte de leur responsabilité. Simplement, je dis, au-delà de cette guerre qui nous préoccupe presque jour et nuit, il y a vraiment une rupture très profonde dans l'équilibre du continent européen. Et dans les objectifs diplomatiques de la Russie. Dès lors qu'elle a quand même commencé
a patiné un peu d'un point de vue militaire. On a vu la grande offensive lancée en direction particulièrement de l'Afrique, mais aussi effectivement de l'Amérique latine et de l'Asie, qui est une vraie offensive diplomatique et d'influence russe. Donc il est assez logique, on l'a vu, l'exploitation des manifestations au Burkina Faso contre la France, on l'a vu sur toute une série de choses, sur la bataille sur les votes à l'Assemblée nationale, on l'a vu au Mali, mais même sur les votes à l'Assemblée nationale avec le Sénégal et le Gabon, qui sont pas, même à d'autres niveaux, on voit bien qu'ils sont en train de redéployer leur offensive diplomatique pour tenter de se renforcer et de nous isoler, puisque nous, on a quand même une vision très occidentale de cette guerre, et eux essayent de l'ouvrir parce qu'ils essayent de trouver de la profondeur stratégique, de la même manière que la mobilisation est une autre forme de profondeur stratégique. Donc on voit bien qu'ils redisposent, qu'ils réorganisent, qu'ils réorientent, et qu'ils tentent de réorienter, de réorganiser leur appareil diplomatique pour justement être encore plus efficace dans ces logiques. Et puis ça coûte cher un appareil diplomatique. Donc effectivement... Oh là là non, mais... Le réseau consulaire français, qui est l'un des plus riches du monde, est très très coûteux. Nous, on a beaucoup d'ambassades. Vous savez que et à chaque fois qu'on veut réduire, il y a des tas de pays, notamment les pays scandinaves, par exemple, qui mutualisent. Bien sûr. Ils vont avoir en Bolivie, ils vont avoir une espèce d'ambassade commune pour 2 ou 3 nations scandinaves.